10h midi, Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio Média. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Oh, Valérie. Voilà. Je m'en vais. Je suis conditionné. Allez, on recommence. On recommence. Bonjour Attendez. Christine. Voilà. Non, mais vous avez Valérie des petits revient. yeux, vous n'auriez pas fait la fête hier? Non, je suis allée voir une très jolie comédie On va musicale parler grâce demain, à un on certain était Gilles ensemble. Gansman. On en reparlera, oui. On va se plonger au cœur des sujets qui est parfois lourd, mais là, on comprend toute la mécanique. On reçoit Géraldine Levasseur, bonjour. La reine des docs. La reine des docs. Alisa Macni qui a réalisé ce documentaire que l'on verra ce soir à 21h05 dans Zone non, c'est dimanche, pardon, dans Zone Interdite, au Caire, de nouvelles prisons de haute sécurité. C'est spectaculaire. Enfin, c'est spectaculaire. C'est incroyable parce que tourner ce genre de sujet pour être reporter aussi à certains moments de mon métier, que c'est compliqué de rentrer dans des établissements pénitentiaires. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas. Et là, on voit absolument tout le fonctionnement. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. C'est une question d'autorisation et de confiance de l'administration pénitentiaire. On avait déjà bossé avec eux, ça s'était bien passé. Et donc, effectivement, ils ont donné une grande confiance à Alissa et David Périsser. Et elle a pu tourner. Oui, mais il y a à la fois tourner et il y a à la fois garder son indépendance de journaliste et d'aller chercher les choses. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le doc, c'est qu'on se contente pas de dire, il y a une porte, là, il y a ci, il y a ça. Il y a l'explication et je vais chercher les choses. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un travail, mais remarquable de documentaire. C'est vraiment un super travail que vous avez fait. Vous m'avez rappelé qu'on vous avait reçu pour Moisan, mais là aussi vous avez fait attention à aller chercher les questions et pas simplement faire la pub des prisons de haute sécurité. Parce que cette prison de haute sécurité a fait couler beaucoup d'encre sur pas mal de choses, à la fois sur les conditions de détention, la révolte des détenus, et vous étiez là quand effectivement ils ont, Alissa, tenté d'expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord d'être dans cette prison de haute sécurité qui regroupe, on va dire, la centaine de narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Oui, ce qu'on voulait faire, c'était surtout faire une démonstration, c'est-à-dire permettre au public de comprendre en fait toutes ces mesures, comment fonctionne cette nouvelle prison. Et pour les nouveaux détenus, évidemment, on en a rencontré deux. Pour échanger avec eux sur leurs conditions de détention, ce qu'ils reprochaient à ce nouveau régime, et à la fois montrer l'efficacité aussi de ce nouveau régime, puisqu'on est en cellule avec eux. Ils nous montrent les caillebotis et ils expliquent qu'ils n'ont vraiment plus de contact. Oui, parce que ce sont effectivement des conditions de détention à l'isolement, ce qui est assez rarissime dans les prisons françaises, mais on va y revenir dans un instant avec vous, bien sûr. Mais Gilles, c'est l'heure de faire le zapping, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis hier à la télévision, et vous nous faites un petit résumé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Apparemment, on ne retournera pas donner notre voix dans les urnes pour revoter pour le Parlement. Hein. Apparemment, ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément à la fin du week-end. En tout cas, pour l'instant, on va pas redonner notre voix, un peu comme Léa Salamé, qui a eu du mal à donner de sa voix. Petit clin d'œil, alors je mets ce petit clin d'œil parce qu'évidemment, tout le monde en a parlé sur les réseaux et c'est l'extrait qui passe le plus. Et à noter que c'est 6,8 millions qui ont regardé le journal de Léa Salamé. C'est un vrai carton, hein, et ça a été très très suivi, l'intervention du Premier ministre démissionnaire. Bonsoir Sébastien Lecornu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci au service public de m'avoir invité. Sébastien Lecornu, il y en a un que vous connaissez bien, qui a sa solution pour la sortie de crise. Il s'appelle Édouard Philippe. Et lui, il dit, c'est trop le chaos. Il faut maintenant une présidentielle anticipée. Il faut qu'Emmanuel Macron annonce qu'il partira plus tôt. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On attendait votre parole. Beaucoup de Français ne comprenaient pas ce qui se passait, vraiment. Merci d'avoir répondu au service public, comme vous avez dit. Merci d'avoir été là ce soir dans le 20h. Merci Sébastien Lecornu. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Bon, une petite laryngite chez la Salamé. Alors quand même, vous dites ça, mais par exemple, j'entendais ce matin sur une chaîne concurrente, mes amis, comme on dit. Vous écoutez notre radio ? Oui, j'écoute tout. Et ils en ont fait même une chronique sur qu'est-ce qu'elle avait, quelle maladie, comment elle se soigne, comment on se soigne. Voilà, c'est une laryngite comme on a, due à un petit virus hivernal et qui peut être lié soit à un état de fatigue. Enfin, bref. Mais comme quoi, c'est pas passé inaperçu. Peut-être qu'elle aurait pu prendre un co-présentateur pour poser les questions. Oui, mais une présentatrice. C'est bien aussi de retenir le contenu de l'interview.
De savoir si l'interview était bien menée et des questions bien posées. Moi, j'ai trouvé que oui. Bon, après, les questions, elles étaient assez attendues. Bon, voilà, vous avez trouvé que non. Après cette intervention de Sébastien Lecornu, l'incertitude demeure. Donc, et évidemment, cela devient compliqué pour les entreprises d'investir et de se projeter. L'incertitude, vous allez voir, coûte très très cher à la France. Vous pourriez en faire un documentaire. Le reportage dans le 20h de France 2. L'inquiétude de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Un sentiment qui ne quitte pas Adeline Laurent, soignante, depuis la démission du gouvernement lundi. Moi, je suis infirmière dans un hôpital et du coup, on est vachement impacté parce qu'on a peu de budget et qu'on a de moins en moins de soignants. Et je pense que la santé, c'est quand même une priorité en France. Une impasse politique qui pèse sur les esprits et sur toute l'économie française. Exemple dans cette conserverie qui emploie 18 salariés. Le patron a dû geler recrutement et investissement. Pas le choix, selon lui, vu la difficulté à se projeter. On était sur 1,2, 1,3 emplois par an de création d'emplois depuis la reprise de l'entreprise en 2011. Cette année, on n'a pas fait de recrutement. Voilà, on a eu un départ à la retraite cette année qu'on n'a pas remplacé, tout simplement. Donc on va passer à -1. Au total, depuis juin 2024, cette incertitude aurait représenté 15 milliards d'euros de manque à gagner pour notre pays, selon l'OFCE. À commencer par un recul de l'emploi. 15 milliards nous coûte cette incertitude. Pour vous, c'est compliqué aussi quand il n'y a pas d'institution pour vendre vos reportages? Bien sûr. Moi, je me sens très concernée. Je suis productrice de documentaires, mais je suis également chef d'entreprise. Et cette espèce d'incertitude actuellement pour les prods indépendantes notamment, qui fait peur à tout le monde, qui empêche les commandes, qui ralentit les process, on fait beaucoup de développement pour gagner du temps en quelque sorte, mais le développement c'est de l'argent et donc la période est extrêmement compliquée. C'est une vraie série de plateformes, c'est du Netflix en direct. Alors avec ces différents cliffhangers, des personnages qui interviennent par surprise, de quoi je parle? De l'affaire Jubilard. Nouveau personnage hier dans l'épisode 432, c'était la maman de Cédric Jubilard, tout à fait qui a donné une interview exclusive à TF1. Et une interview exclusive à France 2. Oui, mais il y a eu l'amant aussi. Tout le monde parle. Elle était dans le JT du 20h de TF1. Elle était aussi dans le JT du 20h de France 2. Et évidemment, ce qu'elle raconte fait beaucoup parler. Et vous me direz après, puisque vous couvrirez pour Sud Radio ce procès, est-ce que ça peut faire basculer les choses ou pas, ce genre de témoignage? Il m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Cette phrase, quand il me l'a dite, pour moi, elle n'avait aucune incidence. D'ailleurs, je lui ai répondu arrête de raconter des conneries et je suis passée à autre chose. Parce que pour moi, c'était pas à ce moment-là, à l'instant T, c'était une phrase dite sous le coup de la colère. Avec du recul, j'aurais peut-être dû la prendre un peu plus au sérieux. C'est ce que je disais ce matin. J'aurais peut-être essayé de plus me rapprocher de Delphine et essayer de discuter avec elle. Et de ne pas, tout en restant bien sûr non intrusive, mais essayer de discuter avec elle pour apaiser les choses. Et peut-être qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Si j'avais peut-être agi, elle aurait peut-être pas disparu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour nos invités, faut savoir que Christine est notre correspondante permanente. Et elle suit l'affaire, elle a été au procès. Alors pour revenir, il faut quand même pas oublier que la mère de Cédric Jubilard, elle a une place très particulière à ce procès. D'habitude, les mères des accusés se trouvent sur le banc des parties civiles, mais côté en soutien de l'accusé. Là, elle est partie civile aux côtés de tous ceux qui pensent que Cédric Jubilard est coupable. Parce qu'elle le fait, dit-elle, au nom de... Elle n'est pas aux côtés de son fils. Non. On a découvert au procès qu'elle ne donne que depuis 4 ans et demi, elle n'a pas vu son fils. Elle ne lui donne rien. Il ne vit que par, on va dire, la solidarité de ses propres avocats. Voilà, donc ça, c'est la condition de la détention aujourd'hui de Cédric Jubilard, qui est à l'isolement. Et je rappelle que le seul détenu qui est à l'isolement aussi longtemps, 4 ans, plus de 4 ans, c'est Salah Abdeslam, l'auteur des attentats du Bataclan. Donc c'est vrai que c'est des conditions de détention, donc il y a une relation. Et en même temps, elle est là. Son témoignage est important puisque c'est chez elle que Cédric Jubilard passait tous les jours
après la disparition de Delphine, mais elle a été aussi une mère défaillante. Donc elle est aussi dans la construction de cet homme un élément clé qui a été décortiqué au procès. Mais donc, hier, elle accuse indirectement son fils, quand même. En disant cette phrase-là, évidemment, puisque il n'y a pas, je le rappelle, de corps, de preuves formelles, cette étincelle ou dans tous les cas cette allumette et ce fil de mèche qui permet de dire que c'est effectivement ce qui s'est passé dans la maison, mais ça fait partie des faisceaux graves et concordants qui peuvent laisser entendre que Cédric Jubilard serait coupable. Je rappelle que les jurés vont devoir, conformément à ce que dit l'article 353 du Code de procédure pénale, les jurés devront déterminer donc la semaine prochaine quelle impression ont fait sur leurs propres raisons les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Donc tout est bon aussi. Il y a un acharnement de tous ceux qui pensent que Cédric est coupable, et c'est légitime, pendant cette salle d'audience et pendant ces audiences. Il y a peu de gens qui viennent défendre Cédric Jubilard. Sa maman a dit, voilà ce qu'il a dit, je regrette. Mais la question lui a été posée, est-ce que vous pensez qu'il l'a fait? Elle n'a pas répondu. Elle a dit, je veux la vérité pour mes petits-enfants. Alors Géraldine... C'est quand même... je me permets juste... Mais il y a un déballage sur cette histoire, comme jamais il y a eu la vie de cette femme, parce qu'il faut penser à Delphine Jubilard, au Saguel, puisque maintenant il faut l'appeler par son nom de jeune fille. Il y a un déballage médiatique. Il n'y a jamais eu autant de livres, d'articles, de documentaires, de témoignages, d'interviews exclusives. Voilà. Je trouve ça quand même très raide au niveau de la maternité, de la trahison pour ce fils, d'avoir ce témoignage de sa mère qui est accablant. Et je trouve que ça questionne beaucoup jusqu'où les mères doivent aller, ou est-ce qu'on doit mentir pour son enfant. Enfin, je trouve c'est un vrai sujet. En sachant qu'elle est partie civile, mais elle est présente au procès depuis le début, donc elle a assisté à tout, elle a tout entendu. Rapidement, Géraldine, Alissa. Oui, revenons à nos moutons. Et Christine, je vous propose un petit jeu. Qui chante? C'est Javier Milei. Mais je sais pas du tout. C'est Javier Milei, le président argentin, qui s'est mis à donner un concert. Écoutez. C'est du Johnny. Moi j'attends Macron sur scène. Ah bah s'il fait ça, tout le monde va tomber de sa chaise. Là aussi, tout le monde est tombé sur Javier Milei. Allez voir les images, c'est un sujet de BFM. Bon, d'accord. Bon, on va continuer de parler avec nos invités parce que l'heure tourne avec Géraldine Levasseur, productrice, et Alissa Macni qui a réalisé avec David Périssière ce documentaire choc que l'on verra dimanche soir sur M6 dans Zone Interdite, au cœur des nouvelles prisons de haute sécurité. Une plongée au cœur du milieu carcéral le plus dur qui existe en France. On s'inspire du modèle italien, voire d'autres modèles. Et on en parle avec vous deux dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média, les invités du jour. Sur M6, dimanche soir, dans Zone Interdite, ce documentaire au cœur des nouvelles prisons de haute sécurité que l'on vous doit, Géraldine Levasseur, Alissa Macni. Donc vous nous plongez au cœur notamment de cette prison de haute sécurité qui a ouvert cet été de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. On voit l'arrivée, alors ça c'est des images absolument incroyables, on voit comment les détenus ont été emmenés, mais d'abord extraits des autres prisons, comment ils ont été choisis. C'est le garde des Sceaux, dans le secret de son bureau, qui avait une liste cet été, c'est ce que vous expliquez. Alors, et il dit je prends pas, je fais pas. Pas tout à fait. Oui. Des noms ont été proposés par les juges, les magistrats, les juges d'instruction. Il y a des prévenus et des condamnés définitifs, donc des gens qui sont en attente d'être jugés. Et à partir de là, ils se sont réunis effectivement dans le secret. C'est un moment classé secret défense en plus. Oui. Pour tous ces noms, les détenus sont dans toutes les prisons de France. Et au mois de mi-juillet, les directeurs des prisons de France ont su qui allaient être les 100 premiers détenus qui allaient être incarcérés. Et ils ne savaient pas leur date de détention, d'extrait. Et justement, Christine, Gérald Darmanin a répondu à cette question-là. Comment le choix avait été fait? Il était aux 20h de TF1. Ce monsieur expliquait à l'instant, ils sont dangereux. Cela signifie quoi, dangereux? Quels sont les critères? On n'est pas là dans l'administration pénitentiaire pour rejuger des gens qui ont été jugés ou qui vont être jugés par des juges indépendants. On est là pour garantir le fait qu'ils ne parlent pas à l'extérieur, qu'ils ne continuent pas leur trafic de l'extérieur, qu'ils ne corrompent pas des agents de l'administration pénitentiaire, des magistrats, des policiers, des gendarmes, qu'ils ne commandent pas leur point de deal, qu'ils ne commandent pas des assassinats ou qu'ils ne blanchissent pas leur argent. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans les prisons françaises. Parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies nouvelles que nous n'arrivons pas
pour l'instant, et c'est un drame pour le pays, à mettre fin au téléphone, à mettre fin aux drones. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de cette prison de haute sécurité qui les empêchera totalement de communiquer à l'extérieur. Ouais, donc parce qu'on voit bien dans le documentaire, hein, dans ce que vous avez filmé, les témoignages que vous avez, Alissa et Géraldine, c'est que les prisons actuelles, même dans les centres, les centres, on va dire un peu sévères, sont poreuses. On communique avec l'extérieur d'une manière extrêmement facile, d'où ces questions de tout verrouiller quand on arrive à Vendin-le-Vieil. Oui, c'est exactement ça. Depuis le début de l'année, il y a 26 faits de corruption. Il y a eu un procès à Versailles au début du mois de septembre sur une grosse corruption à la prison de Bois d'Arcy. Donc la corruption existe. Et ce projet, justement... va tenter de réduire toute cette corruption et d'empêcher des contacts avec l'extérieur. Mais la corruption, elle est humaine, c'est pas un bâtiment qui va changer les choses. Parce que racontez-nous comment c'est les conditions à Vendin-le-Vieil. Alors, les cellules. En fait, l'idée du garde des Sceaux a été de rendre étanches ces prisons et de couper tout lien avec l'extérieur. Parce que, comme il le dit à TF1, la surface financière des narcotrafiquants n'a jamais été aussi importante. On parle de millions d'euros. Des milliards. Oui. On est aujourd'hui entre 5 et 6 milliards, c'est-à-dire que c'est une somme, c'est plus qu'un industriel. Donc ils ont la possibilité de gangréner l'économie réelle, et en fait les surveillants de prison, les magistrats, les greffiers, les commissaires de police sont des humains. Pour communiquer en prison, il suffit d'un téléphone. Donc les téléphones rentraient en prison. Avec les téléphones, on peut narguer des victimes, on peut commanditer des assassinats et on peut continuer à gérer ses affaires en quelque sorte. Donc aujourd'hui, des hygiaphones ont été installés puisque les détenus pouvaient être abreuvés en quelque sorte de l'extérieur, par la famille, par les visites qu'ils avaient, etc. Donc aujourd'hui, première étape, c'est des hygiaphones qui ont été installés dans les parloirs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact physique. Il y a une vitre, comme dans les banques, comme dans les bijouteries, etc. Les films américains, on exactement, voit ça. Exactement, on voyait ça quand on filmait aux États-Unis, etc. Donc ils ne peuvent plus passer de documents, de papiers, de téléphones, etc. Premièrement. Deuxièmement, les UVF, ce qu'on appelle les unités de vie familiale, dans lesquelles les détenus pouvaient se rendre une fois par mois avec leurs épouses ou leurs enfants, etc., pour maintenir les liens de famille, n'existeront plus non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact physique. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, Alissa... Les visioconférences. Les visioconférences, c'est-à-dire... Alors ça, c'est pas pour rompre le lien avec l'extérieur, c'est-à-dire que le garde des Sceaux, en fait, a fait une colère après l'évasion de Mohamed Amra en mai 2024. Oui, qui s'est soldé par la mort de 2 gardiens de prison, oui. Voilà, et 3 blessés. 3 blessés graves. Donc... Le but, c'est d'extraire au minimum les détenus de prison. Donc il y a des visiophones qui sont installés un peu sur le modèle italien d'ailleurs, dont le garde des Sceaux s'est inspiré. Les détenus ne sortiront plus de leur détention, ils feront leurs auditions par visiophone avec les juges d'instruction qui ont besoin d'alimenter leur affaire en vue du procès à venir. Alors on a tous entendu et vu dans la presse, dans ces prisons-là, très vite, il y a eu l'histoire des fuites d'eau et de l'eau. Est-ce que... Et des grèves de la faim. Et des grèves de la faim. Est-ce que il y a eu un impact? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? De la part des détenus qui n'étaient pas contents et donc ils ont mené ce mouvement. Alors 60 détenus sur 90 ont fait grève de la faim et ont inondé leurs cellules. Il faut savoir que l'inondation, c'est 1 centimètre d'eau. C'est-à-dire rien du tout. Ils ont laissé couler le robinet. Ils ont laissé couler le robinet. Ils sont arrivés avec des serpillères, ils ont nettoyé. Donc c'est pas très agréable pour le personnel pénitentiaire puisque c'est les surveillants qui ont épongé. Il y a zéro risque. Il y a eu zéro risque. Il n'y a pas eu de danger. On a discuté, Alissa a discuté avec les surveillants à ce sujet-là. La grève de la faim, il n'y a pas eu d'extraction pour des raisons médicales. Il y a eu une tentative de grève de la soif, dont on a moins parlé également. Mais à aucun moment l'intégrité physique des détenus n'a été touchée. C'est-à-dire que c'était pas très très important. Est-ce que les narcotrafiquants vont avoir peur d'aller dans cette prison? Est-ce que c'est le rôle de cette prison que vous avez visitée et qu'on va voir dimanche? Et est-ce que il faudrait en construire plus ou pas? Quel regard journalistique vous avez là-dessus? Alors avoir peur, c'est un grand mot. Je pense qu'après...
aucun détenu n'a vraiment envie d'aller à Vendin et de vivre des conditions aussi strictes, ou à Condé-sur-Sarthe également. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre qu'une fois à l'intérieur, il y aura plus de possibilités, comme on peut le voir, d'avoir un contact téléphonique, d'essayer de soudoyer des agents sur place. Ce sera vraiment un isolement ferme. Alors, ce qui est assez ironique, c'est que dans ce téléfilm, dans ce documentaire, on voit et vous interrogez ces détenus dans ces quartiers de très haute sécurité, et vous les voyez revendiquer le fait de pouvoir continuer à avoir un lien. Donc, c'est vraiment des questions sociétales, et ils disent on communique plus avec l'extérieur, mais le trafic existe toujours. Donc l'argument c'est assez fallacieux. Mais c'est fallacieux en même temps. Ouais. C'est fallacieux, c'est-à-dire qu'ils remettent tous en cause. 100% des détenus remettent en cause leur place à Vendin et à Condé à venir, Condé-sur-Sarthe, puisqu'il y aura une seconde prison de haute sécurité. Maintenant, ils reconnaissent leur charisme, leur influence. Et ce qu'ils remettent en cause, principalement, c'est ils souhaitent le maintien des liens familiaux. Or, le maintien des liens familiaux, souvent, c'est les familles qui sont complices. Donc, si le garde des Sceaux a pris cette décision, c'est parce que les téléphones, toutes les informations passaient par les familles. Une dernière question, ça coûte combien de corrompre un gardien ? Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec les attaques en avril 2025, le DDPF, le droit pour la défense des prisonniers français, le mouvement qui a attaqué les prisons après les annonces de Gérald Darmanin, il proposait 1 000 euros pour une adresse de personnel pénitentiaire, 5 000 euros pour l'adresse d'un directeur de prison. Donc, des milliers d'euros. Des milliers d'euros. Tout s'achète. Tout s'achète, mais bien sûr que tout s'achète. En tous les cas, c'est à voir, c'est édifiant, c'est absolument passionnant. Au cœur des nouvelles prisons de haute sécurité. Mesdames, merci beaucoup. Géraldine Levasseur, productrice de ce documentaire réalisé par vous, Alissa Macni. Merci beaucoup. Et David Périsser, c'est la première fois qu'on rentre dans ces prisons de très haute sécurité. On comprend mieux les rouages de ce qui est en train de se passer dans cette lutte contre le narcotrafic. Merci beaucoup, Gilles. On passe la parole à Perico Légas, la France dans tous leurs états.